Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV sur le thème Santé, quelle perspective pour l'avenir. Ce rendez-vous a été préparé avec le soutien du Crédit Coopératif, mais aussi de Harmonie Mutuelle ESS, notre partenaire pour cette émission. Comme vous le savez, cette émission est diffusée en direct et vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose que nous passions tout de suite à notre première séquence. Alors après plus de 2 ans de crise sanitaire, l'avenir de notre système de santé est au centre de toutes les attentions. Si l'on évoque bien souvent la crise de l'hôpital et la pénurie de personnel, la problématique de l'accès aux soins des populations les plus fragiles, les inégalités de santé, mais aussi la prévention, pose de plus en plus questions. Tous ces thèmes devraient être d'ailleurs au cœur des réflexions du Conseil national de la refondation mis en place récemment par le président de la République. Quelle est l'ampleur de toutes ces inégalités en santé? Comment tenter de les atténuer? Quelles sont les initiatives sur le plan local pour tenter de trouver des solutions? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Danielle Jourdain-Méninger, inspectrice générale des affaires sociales honoraires, présidente de la commission santé de l'UNIOPS et vice-présidente de la commission santé sociale du CESE. Merci d'être à nos côtés. Et Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Nicolas Duvoux, vous êtes l'auteur aux côtés de Nadège Vézina de l'ouvrage Santé sociale, paru très récemment et qui évoque en profondeur cette question des inégalités. On va avoir l'occasion de parler de cet ouvrage. Avant que nous débutions nos échanges, nous avons interrogé les acteurs de la solidarité pour connaître quelques-unes de leurs propositions sur ce sujet de la santé. On les écoute et on en parle. Avec nos nouveaux métiers et le monde du télétravail, on est de plus en plus sédentaire et donc travailler sur l'activité physique et la sédentarité, c'est 2 choses très importantes pour la suite et pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Selon moi, pour vivre le plus longtemps en bonne santé, je pense que c'est très important déjà de pouvoir faire de la prévention. Donc on puisse, par le biais de campagnes de prévention, donc là actuellement Octobre Rose, et puis surtout ce qui me paraît très important par rapport aux usagers qu'on accompagne, c'est de pouvoir justement avoir accès à de la prévention mais qui soit simplifiée. Dans ma jeunesse, on avait des dispensaires et je pense que cette perte de dispensaires est vraiment dommageable parce que quand on a une urgence ou besoin de voir rapidement un médecin, il ne reste plus que les urgences et je trouve que il vaut mieux pouvoir avoir un accès à ces centres qui filtrent un peu avant et des centres de ce type sont vraiment parfaits. Selon moi, il faudrait déjà faire beaucoup de prévention. Prévention des risques liés à l'âge, au vieillissement. Poser des bonnes bases, aussi simples que de la nutrition, que des problèmes musculo-squelettiques, une activité sportive. Disons que c'est une bonne base pour la suite, d'où l'avantage de faire du secteur 1, pas de dépassement d'honoraires, du tiers payant, parce qu'on n'exclut personne en fait de l'entrée dans ce système de soins. Il faut axer nos actions sur la prévention en priorité, mais aussi adapter toutes les actions mises en place en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de soins pour toute personne, les centrer aussi sur des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès facilement donc aux soins, que ce soit des soins préventifs ou des soins curatifs. Et des personnes aussi en situation d'éloignement du territoire de soins. Il faudrait que nous puissions bénéficier déjà d'un parcours de soins sans rupture. Nous essayons de le faire au sein du groupe hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon avec d'une part notre centre de santé qui permet d'offrir aux patients des soins de premier recours et après l'hôpital qui est plateau technique si leur pathologie se complique. Le deuxième élément majeur pour moi reste que ces patients doivent avoir 0 à charge, c'est-à-dire pas de dépassement d'honoraires s'ils veulent se soigner. Pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il faudrait éviter la sédentarité. Manger équilibré, des fruits et des légumes. Je suis la preuve vivante puisque j'ai pris 30 kilos. Et ce sont des choses à ne pas faire. Faire du sport et ne vraiment pas laisser accumuler les kilos quand les années
s'accumulent également. Je pense qu'il faudrait faire encore plus de prévention que ce qu'on essaye de faire déjà, c'est-à-dire commencer le plus tôt possible. Il y a une certaine classe de patients qu'on voit moins, c'est les patients entre 25 et 45 ans qui n'ont pas de problème de santé, qui le ressentent, mais qui peuvent déjà présenter des problèmes de santé. Si ces patients-là, on pouvait les voir plus régulièrement, on pourrait faire plus de prévention, dépister des choses plus tôt, donc les prendre en charge plus tôt. Pour que chacun d'entre nous puisse vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il me semble que nous devons adapter nos messages, qu'ils soient de prévention ou d'accès aux soins, aux besoins de chacun. Aux besoins en santé comme tout le monde, entre guillemets, et en besoins en santé pas comme tout le monde. C'est-à-dire en fonction de son handicap, de sa pathologie, de ses spécificités de besoins en communication. Et pour cela, utiliser des facilitateurs tels que Santé BD, le facile à lire, facile à comprendre, et s'appuyer sur l'expérience de la personne elle-même. Et construire avec les professionnels de santé, les personnes elles-mêmes et les professionnels du médico-social, des outils spécifiques pour chaque parcours. Alors nous avons vu dans ce premier reportage que les réflexions autour de cette question des inégalités en santé, de l'accès aux soins étaient nombreuses. Je me tourne maintenant vers Daniel Jourdain-Méninger. Est-ce que on peut avoir une idée un peu globale de la nature et de l'ampleur de ces fameuses inégalités en santé? Alors, les inégalités en santé, on l'a vu à travers le reportage, relèvent d'une approche globale. Ça n'est pas une question médicale ou une question biologique, c'est vraiment une question à la fois sociale et politique. Elle prédétermine à la fois des questions environnementales, les inégalités dans les territoires, les inégalités de genre, et un certain nombre de déterminants sociaux qui sont liés aux populations. Les personnes âgées ou handicapées qui sont fragilisées et isolées, les familles monoparentales, une partie des étudiants, ce qu'on voit aux banques alimentaires, et puis les chômeurs, les précaires, les migrants, les personnes de la rue. Et toutes ces personnes, en fonction de leurs conditions de vie, ont des pathologies accentuées. La mauvaise alimentation, l'insécurité alimentaire, la malbouffe déterminent le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques. Le logement, qui est un logement souvent dégradé, dans des zones qui sont des zones soumises souvent aux pollutions chimiques, et ça implique des maladies respiratoires. Avec les fameuses particules. Avec les fameuses particules, le saturnisme pour les enfants dans des logements dégradés, et puis pour les travailleurs, les chômeurs, les précaires, ceux qui sont dans des métiers difficiles, eh bien une santé là aussi dégradée. Et donc toutes ces pathologies sont difficiles à prendre en compte. Et un point particulier que je voulais souligner, c'est les conséquences de l'environnement sur la santé. Au Conseil économique et social, on vient de rendre un avis qui a documenté très bien les conséquences de l'environnement sur les populations précaires. Et avec ce que je vous ai listé, c'est-à-dire les conditions de logement, les conditions de vie, les transports, eh bien, les conséquences de l'environnement sont majeures sur ces catégories de population. De même que l'isolement renforce aussi les problématiques de dépression et de santé mentale. Très bien. En plus, cette question de la précarité peut-être énergétique va avoir sans doute un impact sur la santé. L'UNIOPS, il travaille aussi, donc il va y avoir des phénomènes aussi qui vont avoir tendance à se développer et peut-être renforcer ces fameuses inégalités. Et à se cumuler. Et à se cumuler, exactement. Nicolas Duvou, donc... Je le répète, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Santé sociale. Dans cet ouvrage qui est très marquant, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter, c'est que vous arrivez à établir ce fameux lien entre précarité et santé. C'est-à-dire vous soulignez le fait que quand on est en mauvaise santé, la précarité est peut-être pas forcément loin, et quand on est en précarité, la mauvaise santé n'est pas forcément loin. Est-ce que je me trompe? Je vous laisse préciser. Absolument pas, et merci de soulever ce qui est vraiment une relation qui va dans les deux sens et qui est compliquée à penser, parce que évidemment, on aime bien les relations simples de causalité en identifiant ceux qui causent un phénomène et puis ceux qui en est le résultat. Et quand on s'intéresse aux relations entre la santé
et la position sociale ou la vulnérabilité sociale, on se rend compte que véritablement la relation va dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, vous l'avez évoqué à l'instant, il y a ce qu'on appelle un gradient social en matière de santé, c'est-à-dire que plus vous êtes élevé dans la hiérarchie sociale et plus vous êtes susceptible d'avoir une espérance de vie en bonne santé qui va être longue. Et plus vous descendez dans la hiérarchie sociale, et plus cette espérance va être réduite. Donc c'est-à-dire que chaque palier que vous franchissez vers le bas de la hiérarchie va quelque part limiter vos chances de vie ou vos chances de vie en bonne santé. Et dès lors qu'on va être dans des zones de fragilité, de précarité, on va se rendre compte qu'il y a un cumul d'expériences négatives dans le logement, dans l'emploi, dans l'environnement, qui vont en quelque sorte vous exposer à une dégradation plus rapide de votre état de santé. Et inversement, le fait d'avoir un état de santé dégradé va évidemment vous empêcher d'aller sur le marché du travail, d'aller travailler, d'aller gagner des revenus. Et donc il y a vraiment cet enchaînement entre l'environnement, ses répercussions sur la personne et la dégradation à un temps ultérieur de sa situation. Et quelque part, la pandémie, la crise sanitaire nous a bien montré ces mécanismes à l'œuvre. Parce que d'abord, dans les premiers temps, c'était plutôt un virus qui touchait les catégories aisées, celles qui circulent, qui voyagent en avion, qui vont à des congrès. Et puis, à mesure que le virus a circulé, que la pandémie s'est diffusée dans la société, on a vu deux choses. On a vu d'abord qu'étaient principalement concernés les ménages, les individus qui n'ont pas la capacité matérielle de s'isoler parce que les logements sont trop petits, les logements ne permettent pas un véritable confinement et puis parce qu'il y a une pression économique qui fait que les travailleurs de la première et de la deuxième ligne sont restés présents et n'ont pas pu se confiner. Donc l'exposition a changé. L'exposition s'est déplacée vers le bas de la société, ce qui a d'ailleurs appelé des réponses en demande de reconnaissance, évidemment du caractère indispensable, mais aussi dangereux à cette période-là des métiers qui étaient restés ouverts. Et le deuxième point, c'est que non seulement le virus s'est déplacé, l'exposition à la maladie s'est déplacée vers ces catégories, mais comme elles sont plus susceptibles de développer du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, elles sont affectées plus gravement. Tout à fait. Et donc il y a vraiment cet aspect de double peine qu'on a vu se déployer et produire des effets très différenciés dans le contexte de la crise sanitaire. D'accord, justement, vous évoquez les effets de cette fameuse crise sanitaire. Certains disent que la crise sanitaire a révélé les inégalités, ce qui est sans doute vrai. Est-ce qu'on peut dire aussi que la crise sanitaire a renforcé ces inégalités? Est-ce que ces inégalités en santé se sont, on va dire, dégradées? Est-ce que ce phénomène s'est accentué depuis 2-3 ans maintenant? Alors, la relation est vraiment complexe et je crois que d'abord il faut être prudent par rapport à l'estimation des effets de la pandémie. Il y a parce qu'on n'en est pas sorti. D'abord on n'en est pas sorti et puis surtout on n'en a pas une mesure claire et on n'en aura sans doute pas tout de suite une mesure claire. Qu'est-ce que je veux dire en matière de pauvreté? L'INSEE vient de publier des chiffres pour l'année 2020 qui montrent que le taux de pauvreté monétaire est resté stable. Donc il faut approfondir ce diagnostic. En matière de santé, on voit sur les syndromes des bébés secoués, sur tout un ensemble d'éléments qui relèvent de la sédentarité des enfants, des phénomènes très inquiétants qui sans doute mettront plusieurs décennies à produire l'ensemble de leurs effets. Donc il faut vraiment être prudent et suivre avec une grande vigilance les effets de longue portée de ces épisodes qui sont assez inouïs en termes de réponse politique à un événement dans notre histoire. Le point qui est important, et là je m'appuie vraiment sur un travail qui a été mené par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, sur les effets sociaux de la crise sanitaire, c'était de souligner deux aspects. D'abord, que la pandémie a plutôt joué un rôle de révélateur d'inégalités très marquées, notamment sur les conditions de logement. Voilà, les conditions de logement, elles sont très inégalitaires. Évidemment, quand vous êtes enfermé dans votre logement, eh bien, l'inégalité, elle est beaucoup plus visible, mais elle préexiste en réalité. Et en réalité, il y a eu un deuxième effet qui a été de renforcer un certain nombre d'inégalités, de mécanismes, notamment d'isolement social et relationnels, qui sont une composante importante des inégalités sociales, mais aussi des inégalités de santé, parce qu'on sait qu'une vie sociale relativement dense, riche, eh bien, elle va limiter notamment les phénomènes de vieillissement cognitif, tout un ensemble de dégradations qui peuvent survenir dans le cadre du cours de vie. Donc je dirais à la fois révélateur et amplificateur d'un certain nombre de dynamiques avec une grande prudence sur la mesure des effets. Alors est-ce que, Daniel Jourdain-Méninger, vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous êtes plutôt, vous pensez plutôt
que cette crise a servi de révélateur ou d'accélérateur justement des inégalités en santé. C'est quoi votre point de vue sur le sujet ? Je pense que la crise, la pandémie, a servi à la fois de révélateur, mais à accentuer ces inégalités. Moi, je prends souvent l'exemple... Je pensais aux jeunes, justement. Voilà, la santé mentale des jeunes. Ouais. Alors allez-y, je vous laisse répondre. Je fais souvent référence à un département de la région parisienne qui est à la fois le plus jeune et le plus pauvre, oui, dans lequel on a constaté ce que Nicolas vient de décrire, l'exiguïté des logements, la promiscuité, les travailleurs de première ligne qui n'avaient pas le choix et qui ne pouvaient pas être en télétravail, mais aussi une dimension santé très importante, pas d'accès aux soins, pas de médecin traitant. Quand il y a un médecin traitant, parfois refus de la CMU, et puis une certaine défiance de ces personnes vis-à-vis et des travailleurs sociaux et du personnel de santé. Et donc on a vu qu'ils avaient été plus contaminés, moins soignés et aussi moins vaccinés. Autre point qui a servi de révélateur, ce sont les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans les EHPAD, on voit bien comment ça s'est passé avec une absence de personnel qui continue aujourd'hui, et puis un isolement social qui a été extrêmement... Voilà, une première vague extrêmement violente, avec des gens qui sont carrément morts de solitude, en fait. Tout à fait. Et puis, un mot sur les jeunes, parce qu'on a vu, notamment dans le département auquel je faisais allusion, mais pas seulement... On peut peut-être le citer, ce département. Oui, c'est la Seine-Saint-Denis. Voilà, très bien. Il y a eu une étude en liaison avec la Fondation Jean Jaurès extrêmement bien documentée, et qui montre notamment que certains élèves ou certains étudiants n'avaient comme seule ressource que le téléphone portable de la famille, un téléphone portable pour suivre les cours, pour passer les examens, ce qui a généré une situation d'angoisse et de stress extrêmement importante. Et il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui on a un certain nombre de jeunes qui ont des problèmes de dépression et d'accès à la santé mentale. Donc c'est vrai que cette crise, elle a servi de révélateur. Elle doit nous faire prendre conscience de tout ça, et aussi, je pense, d'un fort sentiment d'injustice. Parce que quand vous avez eu des gens qui n'avaient pas de masque, première vague, à qui on disait il faut se confiner, et c'était très difficile. Et quand ils étaient davantage contaminés, on disait oui, mais évidemment c'est normal, ce sont des pauvres, donc ils ne se sont pas confinés, ils n'ont pas respecté les barrières sanitaires. Ce n'était pas vrai, et ce fort sentiment d'injustice explique un certain nombre de ressentiments que l'on constate aujourd'hui. D'accord, très bien. On a fait vraiment un panorama assez large justement de ce constat des inégalités. Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui, Daniel, sur comment atténuer et au moins tenter d'atténuer toutes ces inégalités qu'on vient de décrire il y a quelques instants? Oui, je pense que ça a servi, comme on l'a dit, de révélateur, et notamment un certain nombre de politiques publiques aujourd'hui doivent ou devraient apprécier l'impact social sur les populations les plus précaires pour lesquelles elles sont chargées de prendre un certain nombre de projets de loi ou de dispositifs. C'était d'ailleurs un plaidoyer de l'UNIOPS pendant la campagne présidentielle, qui était de dire qu'il faudrait apprécier l'impact social sur les 10% des plus précaires. C'est toujours une position de l'UNIOPS. C'est toujours une position de l'UNIOPS, à la fois au plan national et au plan local. Je pense aussi qu'il faudrait associer les bénéficiaires de ces politiques à la fois à leur élaboration et à leur évaluation et à leur suivi. Ce sont des sachants. Et pour en revenir aux EHPAD, je pense que si ça avait été le cas, on ne se serait pas retrouvé avec des familles après 18 mois de contamination, obligées de faire un référé en Conseil d'État pour avoir le droit d'aller visiter leur famille. Ça n'aurait jamais dû être possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'ensemble de ces personnes qui sont aux côtés des familles pour les personnes âgées, les personnes handicapées, tous ces jeunes de l'ASE qu'on a retrouvés dans des hôtels sans travailleurs sociaux, eh bien, il faut reconnaître leur importance, il faut les payer, les oubliés du Ségur, comme on l'a dit. Il faut arrêter de leur imposer l'éternel
PowerPoint et tableau Excel qui fait que non seulement les travailleurs de première ligne, mais les cadres s'en vont parce qu'il n'y a plus la reconnaissance de leur métier, il n'y a plus de sens, on ne donne plus de sens à leur action. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du personnel en intérim, y compris dans l'aide sociale à l'enfance. Donc il faut vraiment une prise de conscience. Très bien. Je vous pose un peu la même question. Quelles seraient les pistes selon vous pour tenter d'atténuer toutes ces inégalités en santé qui nous ont un peu sauté à la figure à la suite de la crise sanitaire? D'abord, une prise de conscience, alors qui a eu lieu de manière rhétorique, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'idée d'interdépendance, c'est qu'à un moment donné, ce qui frappe la société est à une telle échelle qu'il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent réagir à la hauteur du sujet. Ça, je crois qu'on peut dire que la réponse, elle a sans doute été imparfaite, il y a eu des angles morts, mais il y a eu une réponse. Mais il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse qui a quand même évité le cataclysme social qu'on pouvait anticiper au début, parce que l'arrêt si brutal de l'économie, l'arrêt de toute la machine sociale aurait pu engendrer un basculement vraiment considérable dans la pauvreté. Ça n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait, mais quand même il y a eu une prise de conscience sur le moment de la nécessité d'une réponse et de l'impossibilité de ne pas finalement quasiment nationaliser les salaires, puisque c'est à peu près ce qui s'est passé pendant le premier temps de la pandémie. La deuxième chose, c'est que plus profondément, ça a quand même réactivé l'idée qu'il y avait cette interdépendance des composantes de la société, ce qui est une idée très, très vieille, très basique, mais très fondamentale sur l'idée de solidarité. Et ça veut dire qu'à un moment, ça peut se traduire en actes par des corrections de ces inégalités qu'on a vues, parce qu'on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de santé qui ne soit pas collective. Et ça, je pense que c'est par rapport à l'organisation de notre système de santé. Et ça, c'est bon de le rappeler. Hein. C'est pour ça que j'essaye de le faire. Vous l'entendez, ça me semble être un message, ça paraît tellement évident, une évidence enfouie dans les temps ordinaires et qui soudain est revenue à la surface avant d'être évidemment réenfouie aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle. Et parce que ça a des traductions possibles dans l'organisation très concrète du système de soins, mais aussi du système de solidarité, qui doivent être tirées. La première chose, c'est d'abord d'agir sur la prévention, c'est-à-dire de réorienter un système de santé qui est essentiellement tourné vers le curatif, vers le médical, vers cette approche plus environnementale, plus populationnelle et plus collective aussi. Je crois que on va longuement l'évoquer d'ailleurs dans notre deuxième séquence. On va longuement l'évoquer. Mais donc du coup, de bien prendre acte de cette réalité et du caractère vraiment irréductible à des responsabilités individuelles. Quand il y a une pandémie qui circule, vous pouvez mettre votre masque plus ou moins bien. On a bien vu qu'il y avait une limite très forte à l'idée de responsabilité individuelle. C'est vraiment la collectivité qui doit s'organiser. Je crois que c'est la première leçon, parce qu'après, on pourra en décliner des traductions en termes d'organisation, d'institutions et d'action publique. Très bien, je vous remercie. Alors partout dans les territoires, les initiatives et structures se multiplient pour permettre à ceux qui en sont le plus éloignés d'accéder aux soins. C'est le cas du centre de santé Beauchat, du groupe hospitalier Diaconesse Groix-Saint-Simon à Paris. Reportage. L'accès aux soins de manière générale et le manque de médecins généralistes qui touchent progressivement tout le territoire et entre autres à Paris, on est aussi très touché par ce manque de généralistes, donc ça devient compliqué d'avoir un rendez-vous. Après, il y a forcément la question financière. L'accès aux soins en secteur 1, c'est pas toujours simple. Pour le premier recours, à Paris, on arrive encore à trouver du secteur 1. Les spécialistes en secteur 1 sont de moins en moins fréquents à Paris et en France, et donc c'est de plus en plus compliqué pour l'accès aux soins. Donc justement, le centre de santé est totalement en secteur 1. On travaille avec les mutuelles pour ne pas avoir du tout d'avance de frais. Donc ça permet à la plupart des patients de ne pas du tout avancer le prix des consultations. Et ça nous permet aussi, par rapport à l'offre de soins, d'avoir plusieurs médecins, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, donc d'avoir une offre qui est la plus rapide possible, avec des patients qui peuvent consulter dans la journée si urgence, ou en tout cas des rendez-vous dans la semaine, grâce aux multiples médecins généralistes qu'on a au centre. Madame Delà. Bonjour. Allez-y. Donc ici au centre, on soigne plusieurs types de patients. On a à la fois des patients qu'on suit comme médecins traitants
Donc leur besoin, c'est un suivi de médecine générale classique. On a à la fois aussi des patients qui consultent de façon ponctuelle. Donc leurs besoins, c'est plutôt des consultations très ponctuelles. Et on prend, quand il y a des médecins du quartier absents, du coup on assure des suivis un petit peu ponctuels pour des patients qui sont suivis ailleurs. Et en termes de difficulté d'accès aux soins de nos patients, on a de plus en plus de patients âgés et qui ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est un vrai problème de suivi parce qu'ils ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Et nous, on n'a pas la capacité de suivre à la fois les patients ici et de faire des visites toute la journée. Pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. En fait, nos consultations, elles sont remplies en présentiel. Donc, on fait les visites pour l'instant, en dehors de nos temps de consultation. Donc, c'est vraiment pour un problème spécifique d'aigu. À terme, on aimerait bien faire vraiment des journées de visite si on peut. Mais pour l'instant, on n'a pas la capacité physique de faire beaucoup plus de visites. Alors Nicolas Duvoux, on a vu avec ce centre de santé un exemple de réponse pour justement essayer d'atténuer ces inégalités en santé. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives justement existantes dans les territoires? J'imagine que oui, mais si on dresse un peu une typologie des initiatives existantes, quelles pourraient-elles être? Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure l'ouvrage La santé sociale. On a essayé de décliner dans ce travail toute une série d'initiatives qui relèvent du privé, qui relèvent du public ou de l'associatif, qui ont en commun de chercher à mettre en place une approche beaucoup plus pluriprofessionnelle, plus collective, plus préventive de la santé. Et plus locale aussi. Et alors plus locale, plus insérée dans les territoires, parce qu'il y a une problématique de lutte contre les déserts médicaux, qui est pas seulement un problème rural d'ailleurs, c'est aussi un problème urbain dans un certain nombre de cas de figure. Donc les centres de santé étudiés notamment par ma collègue Nadège Vézina, mais aussi par Igor Martinache, sont une des modalités particulièrement prégnantes dans les territoires urbains. Il y a aussi les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont vraiment une réponse inventée par les libéraux qu'on va voir se décliner notamment dans des espaces plus ruraux où ça renvoie là pour le coup des dynamiques de remplacement des médecins de famille et qui avaient une amplitude horaire qu'aujourd'hui plus personne ne... Avec le fameux changement de culture. Voilà, plus personne ne souhaite avoir. Et ça, il y a vraiment un changement de culture professionnelle au sein du monde médical qui est importante. Et puis vous avez des dispositifs aussi, nous on s'est intéressé aux permanences d'accès aux soins de santé avec Maurizio Aranda, où là il y a vraiment... à la lisière de l'hôpital, le souhait d'avoir des structures qui sont en capacité d'accueillir la très grande pauvreté et qui du coup aménagent un lien entre ouverture de droits sociaux et puis prise en charge médicale. Et donc il y a une pluralité d'instruments qui s'inventent pour résoudre cette tension entre le sanitaire et le social. Très bien. Daniel, on l'avait évoqué dans nos échanges avant l'émission. Vous vouliez mettre à l'honneur un petit peu les associations. Je sais que les associations font beaucoup de choses justement pour essayer d'atténuer, de lutter contre ces inégalités en santé. Est-ce que vous aviez quelques exemples en tête à nous livrer pour qu'on se rende bien compte de ce qui se passe sur le terrain? Oui, quelques exemples, mais qui montrent une approche pluriprofessionnelle. Par exemple, dans la banlieue de Lille, à l'initiative des professionnels de santé, des psychiatres qui se sont inquiétés de voir la diminution du nombre de psychiatres, a été organisée une consultation en CMP dans un délai de 48 heures, et puis un accompagnement par une association composée à la fois d'élus, de professionnels du logement, d'éducateurs, de psy, d'infirmiers, pour faire en sorte que les malades qui ont des troubles mentaux puissent ne pas être enfermés dans l'institution, mais le plus possible aller vers la ville. Et ils ont institué aussi une organisation de aller vers, avec des consultations qui vont dans les CCAS, dans un centre sportif, dans une maison médicale, où on va vers les personnes et on facilite le diagnostic, avec une organisation qui permet, en cas de crise, d'éviter l'hospitalisation et de continuer ce suivi. Donc là, c'est vraiment une approche globale. J'ai un autre exemple. Cet autre exemple, ce sont des femmes qui sont suivies par une association qui s'appelle Santé Banlieue, qui a organisé des cafés avec une approche fondée sur socio-esthétisme, c'est-à-dire qu'on rencontre ces femmes qui sont très isolées, souvent qui parlent mal français, on s'occupe de leur beauté, de leurs mains, et puis peu à peu, au deuxième et troisième rendez-vous, on leur parle de leur corps, on pose
pose des questions sur leur dossier administratif pour les aider à recouvrer leurs droits. On évoque les violences conjugales, on évoque les problèmes gynécologiques. Tous ces déterminants sociaux que l'on a vus tout à l'heure et qui montrent les inégalités en santé. Puis dernier point, on parle très peu souvent des problèmes dentaires de ces populations en difficulté, de ces populations précaires, notamment pour les retraités âgés. Donc on a des associations qui les suivent, qui les réorientent vers leurs droits sanitaires et sociaux. Mais il y a aussi le bus dentaire social qui est financé par l'Ordre national des chirurgiens dentistes, des ordres départementaux, par l'ARS et deux associations, le SAMU social à Vincennes et Médecins du Monde, mettent à la disposition de ce bus les terrains où ils accueillent notamment les personnes de la rue, les personnes en très grande difficulté qui ne peuvent pas faire soigner leurs dents, ce qui est là aussi une profonde injustice. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, allez essayer de trouver un emploi quand vous avez des problèmes dentaires, c'est carrément insupportable. Donc voilà, et puis si vous voulez un dernier point, il y a un chercheur, Éloi Laurent, qui propose que les pouvoirs publics lancent une enquête, une grande enquête. Comment vont les Français aujourd'hui après 3 ans de Covid? Et je pense que ce serait une bonne conclusion de nos interrogations. Très bien, je vous remercie beaucoup Daniel, Nicolas. Nous avons bien pris la mesure donc, de l'ampleur des inégalités en santé, mais également des solutions pour tenter de les atténuer. Pour agir efficacement, vous l'avez souligné Nicolas, il convient également de miser sur la prévention. C'est ce que nous allons aborder lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir l'action du foyer de vie du Pré, géré par l'Association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec, une entité qui a fait de la question de la prévention un axe fort de son projet. Les difficultés auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap pour des soins adaptés sont multiples. D'abord, la connaissance du parcours à suivre pour accéder notamment à un médecin traitant, pour accéder aux urgences, pour accéder à des spécialistes. Non pas parce que ces professionnels ne souhaitent pas travailler avec ce public-là, mais en tout cas en termes de communication et d'accessibilité, on voit qu'il y a quand même des difficultés. Et donc, il faut des facilitateurs. En plus, les personnes en situation de handicap, pour certains, je dirais, ils n'ont pas vraiment conscience de la douleur. Donc, déjà, parler de soi, parler de sa difficulté, ressentir le symptôme, savoir qu'on a nécessairement besoin d'un médecin, c'est pas à la portée de tout le monde. Troisième problématique, c'est tous les outils mis en place, Doctolib. Donc Doctolib pour prendre un rendez-vous, c'est pas facile. Donc tous ces obstacles que rencontrent des personnes lambda, il faudrait les imaginer en plus des difficultés de communication liées à une déficience intellectuelle, à des troubles du comportement, pour que finalement ce parcours de soins soit accessible aux personnes en situation de handicap. Et donc, nous travaillons ces objectifs en réunion qualité, puisque nous diffusons en tout cas ces objectifs auprès des établissements et auprès du personnel sur le terrain pour que ces axes-là, et notamment l'axe de la santé, soient en tout cas intégrés dans le projet personnalisé des personnes que nous accompagnons. Et donc, nous travaillons à l'éducation à la santé dans des ateliers représentés par les personnes elles-mêmes et animés par des professionnels sensibilisés au parcours de soins pour effectivement travailler sur des représentations, en tout cas qui sont affichées par des personnes en situation de handicap elles-mêmes pour que les personnes accompagnées puissent s'identifier, comprendre le langage. Nous utilisons les bandes dessinées, nous utilisons le facile à lire et à comprendre, et nous partons aussi de séances vidéo pour vraiment des mises en situation concrètes. Si on ne parle pas le même langage, on ne peut pas aller vers la même direction. Et puis nous essayons aussi
de faire intervenir des professionnels de santé, notamment la prévention bucco-dentaire. Nous avons effectivement une équipe de prévention qui vient dans l'établissement. Nous avons également la prévention du cancer du sein, donc qui sont allés dans des actions donc organisées par la CPTS et par le service de médecine de santé de la ville. Et donc, ils y participent concrètement. Alors la prévention en santé n'a jamais fait l'objet véritablement d'investissements publics de grande ampleur, même si le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces sur le sujet, on attend encore des résultats. Mais de quoi parle-t-on quand il s'agit d'envisager de renforcer les politiques de santé publique? Quels sont les domaines dans lesquels il conviendrait de prioritairement investir? Comment atteindre les publics les plus éloignés du soin? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Christine Ferron, déléguée générale de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. Et bonjour, et Bernard Basset, président de l'association Addiction France. Bonjour. Alors, première question très globale, hein, vous m'en excuserez, pour Christine. Notre système de santé est avant tout basé sur le cure. Comment sortir de cette logique pour s'inscrire vraiment dans une perspective plus préventive de la santé ? Alors, la vidéo que vous venez de montrer, justement, elle est très représentative des enjeux. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap est absolument crucial et leur accès à la prévention médicalisée l'est également. Et les professionnels font avec ces personnes un travail tout à fait remarquable. Cependant, l'accès aux soins et à la prévention ne peut reposer uniquement sur les personnes en situation de handicap, comme dans cet exemple. Pour que ça marche, il faut aussi des changements dans les services, que les services s'adaptent aussi aux besoins des personnes. Quand vous parlez des services, c'est quoi? C'est l'hôpital? C'est principalement, c'est quoi? Non, c'est l'ensemble des services qui ont affaire à la population de manière directe. Okay. Alors, pour répondre à votre question qui était assez globale, hein, comment s'inscrire plus globalement dans une démarche plus préventive de la santé, et moi je dirais plus promotrice de la santé de la population. Alors, il me semble qu'il y a un principe qui serait à soutenir et qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses, c'est celui de la santé dans toutes les politiques. Chaque décision politique majeure, elle devrait en fait s'accompagner d'une prise en compte de ses effets sur la santé de la population. Par exemple, un gouvernement ne peut pas prétendre se préoccuper de la santé de la population et par ailleurs envisager de prendre une décision comme la diminution des aides sociales, dont on sait avec certitude qu'elles vont affecter très profondément la santé des personnes concernées, mais aussi leur entourage et singulièrement leurs enfants. Or, la santé des enfants, c'est aussi une priorité du plan national de santé publique. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a eu le rapport, effectivement, sur les 1000 premiers jours, par exemple, hein, dans lequel il y a des pistes intéressantes, mais qui n'auront que très peu d'impact tant qu'on ne prendra pas davantage en compte les déterminants économiques et sociaux de la santé des enfants. Donc la promotion de la santé, elle a besoin de continuité et de cohérence. Ces professionnels, ces acteurs ne devraient pas être continuellement en situation de compenser les effets négatifs de mesures politiques contraires à la santé publique. Très bien. Bernard Basset, qu'est-ce que vous pensez justement de cette analyse et justement de la nécessité peut-être d'avoir une vision beaucoup plus globale que le fameux soin pour s'intéresser à tous les facteurs qui vont venir avoir des conséquences sur la santé des uns et des autres? Non, mais je rejoins tout à fait Christine Ferron sur la logique d'action. Mais je dirais que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir un discours volontariste et être persuadé d'une part que la prévention, ça marche. Que la prévention, c'est efficace. Que la prévention... les pouvoirs publics n'en sont pas encore convaincus, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'ils n'en sont pas convaincus, mais en tout cas, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Alors, ils sont convaincus que les soins sont efficaces, ce qui est vrai, mais je veux dire, leur discours sur l'efficacité de la prévention, on l'attend. Et jusqu'à présent, on se contente de petites mesures, quoi. C'est pour décorer, quoi. On a essentiellement le système de soins, puis on décore un petit peu quelques mesures de prévention, etc. Non, il faut avoir une action globale, cohérente, courageuse politiquement. Il faut avoir un vrai discours. Quels sont les objectifs que le gouvernement se fixe en matière de prévention? Quels sont les résultats qu'il souhaite atteindre? Ça, c'est quand même... Ils se mettent vraiment dans cette fameuse logique d'investissement social. Hein. Absolument. D'accord. Et puis, je pense qu'il faut avoir tous en tête que par rapport, je veux dire, aux soins,
Alors les soins, bien sûr, on répare, quoi. Donc on a une maladie, on répare, bon ça se voit, quoi. Donc, mais par contre, quelque chose qu'on évite, un cancer qu'on évite dans 20 ans, c'est plus difficile à percevoir, c'est vrai. C'est extrêmement important, c'est beaucoup plus difficile à percevoir, donc plus difficile à expliquer. Et on est sur le moyen terme et le long terme. Donc c'est encore plus difficile à vendre par les politiques. Et donc ça, c'est un frein. Il faut du courage politique pour s'inscrire dans la durée, selon la logique qu'a développée Christine, tout à fait. D'accord, très bien. Alors justement, si on s'intéresse peut-être aux principaux domaines dans lesquels il faudrait intervenir. Christine a évoqué effectivement la question de l'enfance, de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des domaines justement où il faudrait mettre le paquet justement en termes de prévention de santé? Oui, on sait comment faire des choix. On peut avoir une grille de décision assez logique, hein, c'est-à-dire on peut prendre les problèmes de santé qui ont le plus d'impact et sur lesquels on peut agir par la prévention. Bon, alors, par exemple. Bon, alors, c'est évident, on dit le tabac, quoi. Bon, 70 000 morts, il faut faire quelque chose. Et puis après, ça se complique parce qu'on dit, juste après, on dit, il y a l'alcool, 40 000 morts. Et alors là, tout le monde est sous la table, tous les politiques sont sous la table. Je veux dire, il y a un lobby extrêmement puissant, etc. Bon, donc, quand je parlais de courage politique tout à l'heure, voilà la première illustration. Ensuite, on a la nutrition. Et là aussi, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on se heurte aussi à des intérêts industriels. On se heurte à l'industrie agroalimentaire, etc. Et pourtant, il y a quelques mesures simples qu'on peut préconiser, qui ne coûtent pas cher, qui seraient une information transparente et objective, à la fois sur les produits, sur l'alcool. L'alcool est un cancérigène. Bon, disons-le, quoi. Le vin est un cancérigène. Alors là, c'est difficile à entendre en France, hein. Oui, tout à fait, d'accord, très bien. Christine, justement, est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de ces trois grands domaines, vous en voyez d'autres, ou est-ce qu'il faut justement mettre le paquet sur ces trois grands domaines qui font effectivement beaucoup de morts? Vous évoquiez la question de l'environnement. Moi, j'avais pu échanger avec François Bourdillon, qui est ancien directeur général de Santé publique France, et qui expliquait que justement, quand on commence à s'intéresser à l'impact de l'environnement sur la santé, les chiffres sont un peu affolants. Est-ce qu'il y a aussi cette question de l'environnement qui doit faire l'objet d'une véritable politique de prévention en santé? Alors oui, tout à fait. Alors là, la question de l'environnement, de la santé-environnement, c'est tout à fait essentiel. C'est assez émergent pour l'instant. Oui, c'est assez émergent. Ça se développe tout doucement, on va dire, avec des acteurs très impliqués. Mais néanmoins, là, je voudrais vraiment refaire du lien avec la séquence 1 et dire que pour moi, la priorité des priorités, c'est vraiment la réduction des inégalités sociales de santé. Et d'ailleurs, les questions environnementales ne sont pas complètement disjointes de ces problématiques-là. Hein. De toute façon, c'est tout à fait essentiel. Par exemple, on a montré que, c'est un rapport tout récent de la direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques, la DRES. Oui, la DRES. Voilà, la semaine dernière. Hein, oui, c'est vraiment tout à fait récent, qui a montré en fait que le niveau socio-économique des communes influe sur le taux de mortalité fœtale et néonatale, ainsi que sur la prématurité. La mortalité périnatale, elle a cessé de diminuer, elle stagne depuis plus de 10 ans. Tout ça n'est pas sans lien non plus, évidemment, avec les questions d'environnement. Et ce sont des chiffres qui, selon moi, devraient alarmer tous les responsables politiques, tant ils sont révélateurs de l'impact des inégalités sociales, pas sur des indicateurs de santé light, mais c'est sur des indicateurs de santé parmi les plus fondamentaux. Et l'inaction dans ce domaine, et là je rejoins aussi Bernard Basset, l'inaction dans ce domaine elle est d'autant plus regrettable qu'on connaît très bien les mesures à prendre, elles sont très bien documentées. Alors j'en évoque très rapidement quelques-unes. Renforcer la prévention universelle et de proximité. La santé scolaire, la santé au travail, la protection maternelle et infantile, tout secteur essentiel est aujourd'hui en très grande difficulté, tous autant qu'ils sont. En complément de cette approche universelle, apporter des réponses proportionnées aux besoins des populations et des territoires, et en particulier lutter contre la précarité et soutenir sans contrepartie les publics les plus en difficulté sociale et économique. Et enfin, agir le plus précocement possible dans le parcours de vie des enfants et faire de la lutte contre les inégalités scolaires une priorité également. Très bien, je vous remercie. Alors le monde du travail fait partie aussi des nombreux domaines dans lesquels la prévention en santé mériterait d'être renforcée. Pour nous en parler, je voudrais donner la parole à Marine Boyer, responsable des relations partenariales ESS chez Harmonie Mutuelle Groupe Vive.
Alors Marine Boyer est en duplex. Est-ce que vous nous entendez, Marine? Très bien. Alors, merci d'être à nos côtés, même à distance. Une première question qu'on aimerait vous poser, Marine, c'est quels sont les risques sur la santé, quels sont les risques pour la santé au travail, et en particulier dans le secteur de l'ESS? Alors, dans l'ESS, il y a différents métiers et différents secteurs, hein. Je ne vais pas les évoquer tous. Je vais me concentrer là sur le travail dans les associations, les fondations, de l'action sociale, sanitaire, médico-sociale, acteurs de solidarité en général. Et donc, globalement, les professionnels de l'économie sociale et solidaire de ces secteurs vont être confrontés à ce que nous, en prévention, on appelle les risques psychosociaux. Donc, c'est des risques pour la santé mentale, physique, sociale, dont les causes sont à rechercher dans l'organisation du travail, dans les conditions d'emploi et dans les relations au travail, et qui vont générer du stress, des violences internes, des violences externes, voire un syndrome d'épuisement professionnel, qui traduisent pour les salariés un mal-être, une souffrance physique et mentale. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui, et notamment au travail, et qui traduisent pour la structure, qui vont se traduire par de l'absentéisme, du turnover, un climat social dégradé. Donc voilà une famille de risques qui va concerner vraiment l'économie sociale et solidaire. Il va y avoir les risques physiques. Dans votre introduction, certains professionnels parlaient de sédentarité, mais il y a aussi le port de charge ou le fait d'aider des personnes très dépendantes. Il va y avoir des affections physiques, hein, des maux de dos, des lombalgies, des troubles de la coiffe, de l'épaule, du rotateur, ce genre de choses. Et puis, dernier risque auquel on ne pense pas forcément, mais les difficultés de vie que rencontrent les salariés, les professionnels de l'économie sociale. Monsieur Duvou parlait tout à l'heure des problèmes d'accès au logement, les problématiques financières à un moment, les problématiques pour aider un proche malade. Ça va aussi avoir un impact sur la vie professionnelle. Alors, on n'y pense pas forcément, mais les salariés viennent aussi au boulot avec ces difficultés-là. Donc, ça fait aussi partie des risques qu'on peut rencontrer au travail. D'accord, très bien. Alors justement, quelle est l'action d'Harmonie Mutuelle pour prévenir cette dégradation de la santé au travail? Alors, Harmonie Mutuelle a une spécificité, c'est qu'il y a vraiment une filière consacrée à l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a un pôle santé, qualité de vie au travail composé d'experts, d'expertes en santé au travail. Et donc, ils peuvent aider les structures concrètement, très concrètement, à travers des actions de sensibilisation, des actions de type très, très simple à appréhender, hein, des webinaires, des apports méthodologiques, des conseils pour mieux comprendre les risques, mieux les identifier et mener les actions qui vont bien. Il peut y avoir aussi des actions de type diagnostic dans des structures, c'est-à-dire vraiment diagnostic sur les risques psychosociaux, comprendre ce qui se joue dans les situations de travail, mettre en place des préconisations, faire des enquêtes quantitatives, qualitatives, pour essayer d'identifier des préconisations et agir concrètement et prévenir les risques au travail. Et puis sur le volet aléas de la vie, difficultés sociales que peuvent rencontrer les professionnels, il peut y avoir des plateformes d'écoute. Il y a une plateforme d'écoute, d'orientation conseil avec des personnes qui peuvent répondre, orienter les personnes vers les bonnes démarches à effectuer pour résoudre un certain nombre de problématiques auxquelles les employeurs sont parfois, par rapport auxquelles ils sont un peu démunis. C'est-à-dire, voilà, mon salarié a un problème de logement à un moment, qu'est-ce que je fais? Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il peut y avoir un service social mis à disposition avec des professionnels de l'aide sociale, des assistantes sociales, qui sont dédiés à une structure. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis plus globalement, Harmonie Mutuelle a aussi pour vocation de suivre l'évolution de la qualité de vie au travail tous les 3 ans. Et donc nous faisons une enquête tous les 3 ans sur la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire, auquel on vous invite à participer en tant que professionnel de l'économie sociale et solidaire, dirigeant, salarié. Ça nous permet aussi de prévoir les actions de prévention en fonction du retour qui nous est fait, d'avoir des actions de prévention adaptées et de permettre d'apporter des réponses spécifiques aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Très bien, je vous remercie beaucoup Marine Boyer. Nous l'avons vu, donc les domaines dans lesquels les politiques de prévention pourraient être renforcées sont extrêmement variés, sont nombreux, même s'il y a effectivement des domaines prioritaires. Il faut également se poser la question de l'impact de ces politiques de prévention sur la population. Pour évoquer le sujet, je vous propose d'écouter François Bourdillon, ancien directeur général de Santé publique France. On l'écoute et on en parle. Les politiques de prévention, elles sont trop souvent, dans notre pays, résumées à des campagnes. À des campagnes de prévention qui sont en gros des campagnes de pub. Voilà.
Les anglo-saxons, ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'était plus complexe que ça. Et ils les appellent du marketing social. En gros, de la publicité pour le bien commun. Mais c'est très organisé puisque c'est basé sur de la science, c'est-à-dire qu'on fait des études pour savoir qui comprend pas, quelles sont les personnes en difficulté, quelles personnes on doit toucher ou cibler si on veut que les messages passent. Et une fois qu'on a fait ça, on élabore le message et les anglo-saxons nous disent deux choses. Il faut communiquer grand public, parce qu'il faut qu'on crée la norme autour, je sais pas, de la réduction de la consommation de tabac ou d'alcool, pour prendre cet exemple-là. Et puis, donc ça, le message général, qui est toujours mieux compris par les catégories socio-professionnelles supérieures, par les cadres, plutôt par les cadres que par les ouvriers, pour faire coup, les chômeurs. Hein, et derrière, si on veut agir, il faut aussi faire de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire de renforcer des messages avec le langage adapté pour les populations cibles. Et pour ceci, bien sûr, il faut le faire à travers les réseaux sociaux, des campagnes éventuellement, mais surtout, il doit être accompagné par les associations. Très bien. Alors justement, Christine Ferron, par rapport à ce vaste programme d'universalisme proportionné, comment vous réagissez à cette analyse de François Bourdillon ? Alors, pour rejoindre les publics les plus éloignés de la prévention, selon moi, le premier principe, c'est vraiment de travailler avec eux. Ça veut dire non seulement, comme ça vient d'être dit, améliorer la communication dans leur direction, mais aussi et surtout construire avec ces personnes, dans un cadre participatif, les réponses aux questions de santé qui sont pour elles prioritaires. Or, les approches par risque ou par problème de santé ne sont pas les plus appropriées pour cela parce que ces publics cumulent souvent les problématiques et il n'y a pas beaucoup de sens à aborder une population quelle qu'elle soit, un jour par la porte d'entrée tabac, le lendemain par l'alcool, le surlendemain par les 5 fruits et légumes, voilà, le jour d'après par l'activité physique, etc. Parce que ce n'est pas comme cela, en fait, que ces personnes vivent leur santé au quotidien et c'est pas comme ça qu'on atteindra l'objectif de prise en compte de la personne dans sa globalité, qui est quand même toujours un affichage important. Il me semble important de prendre garde à ne pas reproduire dans le travail avec ces publics le fonctionnement en silo de nos institutions. Voilà, ça veut dire mettre en place des approches intersectorielles, pluripartenariales. C'est un vaste programme. Voilà, un vaste programme en effet. Oui, oui. D'accord, très bien. Bernard Basset, justement, sur cette difficulté d'impacter les publics les plus fragiles, puisque c'est vrai que en général, quand on est en grande difficulté sociale, manger 5 fruits et légumes par jour différents, ce n'est pas forcément la priorité. Oui, alors effectivement, ce n'est pas forcément la priorité parce que les gens affrontent des difficultés dans leur vie quotidienne qui sont immédiates. Bien sûr. Et on leur propose de se projeter pour faire de la prévention à terme. On rejoint le problème du départ. Alors, François Bourdillon a raison. Je veux dire, il faut à la fois des messages adaptés, mais bon, je rejoindrai aussi Christine Ferron, c'est un travail de proximité, de terrain. C'est pour ça que les associations qui interviennent auprès des personnes sont les plus adaptées à la fois à les écouter, à voir leurs difficultés et à les aider à les résoudre. On ne sortira pas de là. Donc ça suppose bien entendu que les associations aient des moyens pour le faire, que les professionnels qui interviennent soient aussi des professionnels reconnus et valorisés. On revient bien souvent à la même chose. Hein. Voilà, c'est très bien. Alors, on va prendre une première question internaute de Christophe. Donc, quels facteurs pour développer une véritable politique de santé publique? Donc, Christophe nous pose une question très globale. Cette question très globale, je vais faire réagir Bernard tout de suite. Donc, quels sont les facteurs qui vont nous permettre justement de basculer vers cette fameuse politique de santé publique qu'on réclame de nos voeux depuis longtemps? Pour avoir une politique de santé publique, il faut le vouloir d'abord. Bon, faut qu'il y ait une volonté. Oui, donc le volontarisme, hein, vous l'avez gouvernemental. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui en découle, c'est le courage, je l'ai dit, le courage d'affronter des difficultés, des opposants, de prendre des mesures qui ne sont pas toutes populaires, qui peuvent rencontrer des résistances. Et puis, je dirais, après, il faut procéder avec méthode. On sait le faire. Hein, les professionnels de la prévention, on l'a dit à plusieurs reprises ici, ils savent comment faire, ils savent comment évaluer leurs actions, ils savent ce qui marche, ils savent ce qui ne marche pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, donc première étape, donc du courage, vouloir. Courage et de la confiance. Et oui. C'est ça. Hein.
Christine Ferron, peut-être pour conclure cette séquence, comment est-ce qu'on peut envisager ces fameux politiques de santé publique? Ouais, comment les développer? moi, C'est très vaste comme question, oui, j'en conviens. J'en conviens, tout à fait. Enfin, tout l'enjeu pour moi me semble être de sortir d'une approche biomédicale de la santé, en fait, qui est très dominante dans notre pays aujourd'hui, c'est-à-dire une approche descendante, centrée sur les comportements à risque et axée sur la responsabilité individuelle, pour développer une santé publique qui va mobiliser les principes d'intervention de la promotion de la santé. Et donc j'identifie dans ce cadre-là trois facteurs majeurs. Le premier, c'est la prise de conscience politique de l'impact des déterminants sociaux et environnementaux sur la santé. Alors on n'a pas le temps de l'aborder ici, on a évoqué les questions d'environnement rapidement, mais enfin l'accès à des logements dignes dans des quartiers où il fait bon vivre, le renforcement du lien social, la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de l'environnement, la prévention de l'exposition aux produits toxiques, etc. Ce sont des composantes essentielles d'une politique promotrice de santé. Et au bout du compte, c'est la soutenabilité de notre système de santé tout entier qui est en jeu. Et ça me semble important de le rappeler aussi. Le deuxième facteur, c'est vraiment la reconnaissance des forces et des ressources de la population. Et c'est s'appuyer sur ces forces et ces ressources dans le cadre de démarches ascendantes, pour le coup, pour produire des décisions concertées. La participation de la population aux décisions de santé qui la concernent, c'est l'un des leviers d'intervention les plus probants dans notre champ. Et enfin, vraiment, pour terminer, il existe partout sur le territoire national, y compris dans nos territoires d'outre-mer, une vitalité, une expertise associative en promotion de la santé qui ne demande qu'à s'investir dans ces démarches ascendantes auprès des institutions, auprès des populations, sur des terrains d'intervention qu'elles connaissent par cœur. Et ces savoir-faire, cette expertise expérientielle, il faut absolument les mobiliser et leur donner les moyens d'agir dans la durée avec une certaine pérennité. Voilà. Très bien. Madame, Monsieur, je vous remercie. Nous avons bien compris donc, les efforts qui restent à mener pour mettre en œuvre dans notre pays une véritable politique de prévention, une politique de prévention digne de ce nom, et la place incontournable des acteurs de la proximité, dans cette optique. Mais un autre défi se présente quand il s'agit d'envisager l'avenir des politiques de santé. Il s'agit de la démocratie en santé et de la place des personnes concernées, un sujet que nous allons aborder lors de notre prochaine séquence. Avant de passer à cette prochaine séquence, je vous propose une petite pause publicitaire. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, tu peux agir. Ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors nous nous retrouvons pour notre troisième séquence sur le thème « Quel état de notre démocratie en santé ?» Donc 20 ans après le vote de la fameuse loi du 4 mars 2002 sur la démocratie sanitaire, comment favoriser la démocratie en santé? Quels sont les leviers pour encourager la participation des personnes concernées? La paire aidance est-elle une formule à développer dans cette optique? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Olivia
directrice adjointe du laboratoire éducation et promotion de la santé, titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients, je sais que vous y tenez, et Robert Fischer, médiateur en santé père au sein de l'association Opelia, une entité qui intervient notamment dans le domaine des addictions. Première question que je voudrais poser à Olivia Gross, puisque ça on l'avait évoqué quand on avait préparé ce plateau, cette séquence, vous aviez beaucoup insisté sur la nécessité de vraiment bien définir ce que c'est que la démocratie en santé, parce que c'est un mot un peu valise, c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est que cette démocratie en santé? Comment est-ce qu'on peut la définir? Et pourquoi c'est important de strictement la définir? En fait, c'est une question que je vous ai posée quand on m'avait dit on va parler de démocratie en santé. Rappelez-vous, je vous ai dit de quoi on parle. Parce que, en fait, et je prétends vraiment pas avoir le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, je constate qu'il y a différentes acceptions qui courent. Il y en a qui la voient comme le respect des droits des usagers, les droits individuels et collectifs, et qui résument à ça la démocratie en santé. Il y en a d'autres qui pensent toujours qu'il y a les droits, mais que ça intègre aussi tous les lieux de concertation des politiques et des orientations en santé, telles la Conférence nationale de santé, telles les conférences régionales de santé et de l'autonomie, donc lieux qui veillent à l'effectivité des droits et qui propose des orientations pour les politiques de santé, la mise en œuvre des politiques de santé. Alors, ils pensent ça notamment... Alors, c'est vrai que dans ces lieux sont multi-professionnels. Ils pensent qu'il y a toutes les parties prenantes qui sont représentées. Et c'est vrai qu'il y a toutes les professions en santé, c'est vrai qu'il y a toutes les corporations, et c'est vrai aussi qu'il y a les représentants d'usagers. À mon sens, ce qui mérite que ces lieux soient intégrés à la démocratie en santé, c'est pas qu'il y ait tous ces profils de participants, c'est simplement le fait qu'il y ait des représentants d'usagers. Parce que sinon, on dirait que c'est des lieux multiprofessionnels. Bien sûr. On dirait pas c'est la démocratie en santé. Ça suffirait. Donc ce qui mérite cette appellation, c'est le fait qu'il y ait des représentants d'usagers. Donc à partir de là, j'en déduis quoi? J'en déduis que la démocratie en santé, à côté des droits bien sûr, mais tout ce qui va soutenir, encourager et réaliser la participation des personnes concernées. Alors cette participation, alors aussi les moyens, parce que par exemple, avoir des informations transparentes, ça fait déjà partie de la démocratie en santé. Accéder au processus décisionnel ou savoir comment ça se passe, avoir accès aux connaissances, ça fait déjà partie de la démocratie en santé, puisque ça permet aux personnes derrière de mieux participer ou de participer. Après, la participation, elle est protéiforme. Elle peut s'exercer dans le cadre des droits individuels, elle peut s'exercer dans le cadre des droits collectifs. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, ça va aussi au-delà. Et la participation, elle peut être dans les soins, dans l'accompagnement, dans les recherches, dans les formations en santé. On va évoquer tout ça, parce que ça, c'est un très vaste sujet. On va l'évoquer quand on va évoquer cette question de la pérédance. Robert Fischer, moi, je voudrais vous faire réagir déjà à cette première analyse d'Olivia sur cette fameuse définition de la démocratie en santé. Olivia insiste particulièrement justement sur la participation des personnes concernées de manière effective. Est-ce que vous rejoignez cette analyse-là, et ça serait... Pour vous, ça serait quoi votre définition de la démocratie en santé? Oui, je n'ai pas tout de suite parlé de la participation parce que je sais qu'on en parlera tout à l'heure. On va pas arrêter d'en parler. Voilà, du coup je me suis pas focalisé dessus en tout premier. Et je ne me suis pas non plus focalisé sur les droits, même si je sais que j'ai des collègues à moi qui sont un petit peu militants, qui en parlent beaucoup à Sud, notamment en addicto. Moi, j'ai plutôt regardé ça sous l'angle, parce que comme je vous l'ai dit en préparant l'émission, c'est pas un terme que j'utilise beaucoup, la démocratie en santé, c'est pas un terme que j'entends beaucoup par les personnes concernées, je crois même que la plupart ne le connaissent pas. Mais du coup, je suis parti sur le pouvoir. Puisque la démocratie, c'est un mot politique, je suis parti sur le pouvoir dans le sens que la question que je pose, c'est est-ce que, quand j'accompagne quelqu'un dans ses soins, est-ce que je pense qu'il faut que j'exerce un certain pouvoir sur lui? Si la réponse est oui, alors pour moi, il n'y a pas de démocratie en santé. Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas d'un pouvoir physique. Il ne s'agit pas de forcer les gens à faire quoique, il
Il y a des, ça peut arriver. En santé mentale, en psychiatrie, ça peut arriver, des contentions, des choses comme ça. Je parle d'un pouvoir de partage de connaissances. C'est-à-dire que si moi je viens dans une structure, dans un établissement où je viens me soigner, est-ce que mon savoir a autant de valeur que le savoir du médecin, du psychologue, d'un éducateur, d'un infirmier, etc. Et surtout la prise en charge, l'accompagnement qui va en découler, va-t-il prendre en compte mon savoir à moi, mes connaissances à moi en tant qu'usager ou non? Bien sûr. Et c'est là que ça et on a tous vécu cette expérience à l'hôpital d'être un peu complètement impuissant avec des gens qui nous manipulent, etc. Et on ne sait pas comment faire valoir nos attentes, nos aspirations. Ça peut arriver, ça arrive à chacun d'entre nous. Hein. Voilà. Je voulais revenir quand même sur cette fameuse loi du 4 mars 2002 sur la démocratie sanitaire, parce qu'elle n'est peut-être pas parfaite, cette loi, mais au moins elle a posé une base il y a maintenant 20 ans, et elle avait pour objectif de mieux prendre en compte la parole du patient. Alors est-ce que ces objectifs ont été atteints? Pour le savoir, je voudrais que nous écoutions Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, un spécialiste du sujet. On l'écoute et puis on reprend notre discussion. Ce qui est important dans cette loi de droit des malades, c'est surtout les droits individuels. On a un panel de droits individuels qui ont été créés. Et je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin sur des droits collectifs. Il faut attendre la loi Hamon de 2014 sur les class actions ou les actions de groupe pour pouvoir permettre aussi une représentation de groupes sur les questions de santé. On doit certainement améliorer également la formation initiale des professionnels, des futurs professionnels de santé, leur donner plus de compétences dans l'écoute, dans la prise en compte de la volonté du patient. On a certainement aussi à faire des progrès sur le droit des aidants. La fragilité de cette loi, on l'a bien vu pendant la pandémie, c'est aussi qu'elle n'est pas encore totalement maîtrisée, acculturée par les professionnels de santé. Donc il y a aussi un gros travail, c'est pour ça que je reviens sur la formation initiale des futurs médecins, des futurs professionnels. Alors Olivia, je voudrais rebondir sur l'analyse de Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS. Donc 20 ans après cette loi du 4 mars 2002, quel est l'état de notre démocratie en santé du point de vue de la participation des personnes concernées? Je crois que vous avez récemment, ou il y a quelques mois, écrit un ouvrage sur cette question. Donc voilà, quelle est votre analyse justement sur l'état de cette fameuse démocratie en santé? J'aurais été plus optimiste si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans. C'est vrai que la crise sanitaire a été un peu un choc pour l'ensemble des acteurs intéressés par cet enjeu, parce qu'elle s'est trouvée complètement arrêtée. Les patients étaient pas associés, les familles et les droits. Les personnes âgées en EHPAD, les familles, on les a complètement méprisées, la gestion des deuils, etc. Tous les droits tout à fait. dont il était question là ont été bafoués et les droits collectifs complètement à l'arrêt. Alors ça, c'est inquiétant parce que ça révèle quoi? Ça révèle que les automatismes ne sont pas là, qu'à la moindre occasion, et donc que les acteurs de terrain ne se sont pas appropriés les fondements, c'est-à-dire pourquoi on fait ça au-delà de la norme. Et en fait, pourquoi on fait ça? On fait ça d'abord pour des raisons morales, parce que c'est juste moral de faire avec les personnes concernées. Rien sur nous sans nous. Hein. Bien sûr. Voilà. Et aussi, mais secondairement, je dirais, parce que en tout premier, c'est moral, et secondairement, c'est aussi pratique parce que ça sert à ce que les personnes s'approprient les interventions qui leur sont proposées, qu'elles y adhèrent. Et donc ça sert à une plus grande efficacité aussi peut-être du soin. Hein. Absolument. Tout à fait. Absolument. Donc là, on a franchement une zone d'inquiétude. En revanche, à côté de ça, on peut quand même dire que la démocratie en santé est vraiment vivante, parce qu'elle est particulièrement en train de se réinventer en ce moment. Il y a des formes de participation, ça justement j'en parle beaucoup dans mon livre, qui sont
voilà, nouvelle, l'arrivée des médiateurs de santé pairs, la professionnalisation des Ouais, pairs ça, on va le voir en détail, dans les soins, ouais. les patients qui s'engagent dans la formation médicale Bien sûr. comme enseignants. Donc Dans la recherche aussi, je crois qu'il y a dans une la recherche, implication il y a de plus en plus de recherche participative. Voilà. Alors là où on a encore un effort à faire, à mon avis, c'est l'inclusion. Voilà, penser une démocratie plus inclusive. Voilà, des personnes, des voix qu'on entend le moins. Alors je dis pas ça pour qu'on fasse sans que ceux qui s'expriment à l'heure actuelle. En fait, c'est un domaine où c'est jamais l'un à la place de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas les usagers à la place des professionnels de santé, c'est pas les personnes qu'on n'entend pas à la place de ceux qu'on entend. Non, c'est en plus. Tout est en plus, en fait. Il s'agit de maximiser le nombre de voix. Et ça, c'est vrai qu'on a encore du mal à faire de la participation avec ces personnes et voilà, avec ces voix plus faibles. Très bien. Robert, est-ce que vous souhaitiez réagir justement par rapport à cette analyse entre espoir, inquiétude? Est-ce que vous êtes plutôt sur le registre de l'inquiétude ou de l'espoir? Oui, moi je suis sur le registre de l'espoir, étant médiateur de santé. Ouais, c'est bien. Je vais mettre un petit bémol parce que voilà, il faut juste faire attention. Oui. Parfois, je peux dans mon discours être un petit peu pessimiste, mais c'est pour juste tirer la sonnette d'alarme. Et moi, ce que je perçois sur le terrain, c'est que trop souvent, ce qu'on appelle la participation des usagers, donc des personnes concernées, est organisée par les professionnels en fonction des besoins des professionnels. Du coup, là déjà, à mon avis, il y a un truc qui cloche. Ouais, c'est-à-dire que tout de suite, on met un biais et en fait, on n'est pas sur une participation globale, mais juste qui répond à la question des professionnels, d'accord? C'est ça. Et c'est eux qui invitent les usagers. Ils font ça sur leur temps de travail. Les usagers, le font sur leur temps perso. Bénévoles, enfin, tout ça crée des inégalités qui déjà, de base, on parle pas, on n'est pas à égalité. Et puis ça peut servir d'alibi. Cette loi, les CVS, je vois bien qu'en fait les gens viennent, disent des choses, ça ne change strictement rien sur le terrain, il n'y a aucune incidence. L'autre jour, je discutais avec une jeune éducatrice qui était très fière de me dire que dans sa structure, la participation marchait très bien, qu'ils organisaient une soirée pizza une fois par semaine, et donc ils offraient une bière aux gens qui venaient très nombreux. Mais je veux dire, j'ai rien contre les pizzas, c'est très sympa, je veux dire, d'organiser, mais qu'on ne me dise pas que ça, c'est être au top de la participation des gens. C'est vrai qu'on a le sentiment des fois qu'on confond un peu la coquille et le contenu, en fait. À partir du moment où la coquille existe, des fois on s'en contente et on ne cherche pas à savoir quel sens ça a, c'est ça? Absolument, c'est bien un alibi. Très bien. Alors, Olivia, vous avez évoqué plusieurs pratiques émergentes, notamment cette fameuse paire aidance qui est... J'ai eu l'occasion de la vérifier, de l'observer dans divers reportages, et c'est une formule formidable. Elle s'est beaucoup développée dans le champ de la santé mentale. Moi, je voudrais, puisque vous êtes médiateur pair en santé, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, pour que nos spectateurs le comprennent, quels sont les bénéfices justement de la paire aidance si on se situe dans cette perspective justement de participation des personnes concernées et de vitalité de la démocratie en santé? Alors, il y a beaucoup de bénéfices, je ne vais peut-être pas tous les citer, je vais en focaliser sur quelques-uns parce qu'Olivia va compléter. Le principal pour moi, c'est que les pairs aidants, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, c'est le fait d'être visible. Je m'explique. Quand je dis ça, par exemple, quelqu'un comme moi, qui a eu tout un parcours d'addiction et un parcours de soins en addictologie, une fois que je me rétablis, une fois que je vais mieux, qu'est-ce qui se passe? Je sors du système de santé, je sors du parcours de soins et je disparais. Et plus personne ne me voit. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les professionnels voient? Qu'est-ce que les autres personnes concernées voient? C'est les gens qui reviennent, c'est-à-dire qui vont toujours pas très bien, pas assez bien, qui rechutent, etc. Et ça, à force, ça crée du désespoir et ça fait que les gens n'y croient plus. Or, quand on engage un pair aidant, quand on voit quelqu'un qui s'est rétabli, qui va mieux, qui est là, qui est présent et qui est visible et qui incarne ce rétablissement dont on parle tellement, pour moi, la plus-value, la plus-value la plus importante, c'est celle-là. Donc, vous êtes vecteur d'espoir pour les personnes actuellement malades, mais aussi peut-être aussi pour les professionnels qui voient aussi les résultats potentiellement positifs de leurs efforts. Et pour les proches. Et pour les proches de ces personnes, donc effectivement pour tout le monde, finalement. Très bien. Olivia, est-ce que vous souhaitiez rebondir justement sur ces fameux bénéfices de la paire aidance? Peut-être ajouter quelque chose, c'est le fait que c'est pas nouveau la paire aidance. La paire aidance, elle existe de manière informelle
tout le temps. On se tourne tout le temps vers un collègue de travail quand on est en difficulté. On est en plein divorce, on va appeler quelqu'un qui est passé par ça. On vit un deuil, on va se tourner vers quelqu'un qui a vécu ça pour savoir combien de temps on va être aussi mal. Donc voilà, cette paire aidance, elle est partout. Et en santé mentale ou dans l'addiction, elle existe. Et dans toutes les pathologies d'ailleurs, elle existait au sein des associations qui fonctionnent principalement grâce à cette paire aidance informelle. Ce qu'il y a de nouveau, c'est de convoquer la paire aidance, les leviers de la paire aidance au sein des soins à côté de l'offre, enfin en complémentarité avec de l'offre plus classique. Donc de convoquer ces leviers qui sont l'identification réciproque, qui sont la crédibilité particulière de celui qui est passé par là. Et effectivement, pour des bénéfices qu'on connaît très bien. Alors s'il y a un domaine où on connaît bien les bénéfices, parce que comme on en est à la professionnalisation, vous pensez bien que la professionnalisation, elle n'est pas arrivée du ciel et qu'il a fallu s'appuyer sur beaucoup de données probantes pour montrer que ça marche. Et donc c'est vraiment un champ qui a été particulièrement évalué. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça permet que l'équipe de soins et tous les acteurs, enfin toutes les personnes, effectivement, voient concrètement un rétablissement. Voilà, ils ont un collègue en rétablissement, ce qui n'est vraiment pas rien. Et puis, ça permet qu'ils s'assurent au quotidien que leurs soins soient respectueux de la dignité, de l'autonomie des personnes. Ils peuvent aussi trouver de la réassurance, j'imagine, auprès de vous. Et puis, alors là, on a même eu des recherches randomisées, tout ce qui est de plus classique, qui ont montré les bénéfices, alors là, en termes de réduction de symptômes, en termes de réduction de la durée d'hospitalisation, en termes de moins de réhospitalisation aussi. Donc on a aussi des données vraiment dans ce qui compte vraiment pour le milieu professionnel. Même si j'ai beaucoup aimé aussi ce que vous avez dit, ce qui compte pour les usagers est très souvent un peu décalé et que c'est important du coup d'articuler en fait ce qui compte pour les uns et ce qui compte pour les autres. Tout à fait. On va prendre une question internaute, une question d'Isabelle qui rejoint un peu justement ce qu'on a pu dire sur la paire aidance, mais on va essayer peut-être d'avoir une approche un peu plus globale. En quoi la participation des personnes concernées peut contribuer à améliorer l'ensemble de notre système de santé, je voudrais donner la parole à Olivia sur cette réponse qui va peut-être servir de conclusion à la séquence. Déjà rappeler les fondements, les fondements moraux. Donc déjà tout ce qui, si on agit moralement, c'est déjà un bénéfice pour notre système et notre vie, pour le vivre ensemble. Et la morale n'est pas anecdotique. Voilà, tout à fait. Absolument. Ensuite, au niveau des effets, qu'est-ce que ça apporte? Bon, déjà, c'est domaine par domaine ou action par action, ça va être un peu spécifique, mais si je devais rassembler l'ensemble, je dirais que l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience des personnes qui sont dans ce système de santé et peut-être en particulier l'expérience des plus vulnérables d'entre eux. Je pense que c'est autour de ça qu'on va que tous les programmes, tous les projets, toutes les actions de participation se rassemblent. Alors après, je vous disais, plus finement, par projet, on peut avoir des objectifs contributifs de ce gros tout. Par exemple, dans mon université, l'Université Sorbonne Paris-Nord, on a créé des programmes de patients enseignants dans la faculté de médecine. On va avoir un programme qui va être